La plupart des gens ne reprennent jamais ce contrôle. Ils espèrent que les choses vont changer. Ils attendent que les autres développent soudainement du respect. Ils croient que la gentillesse finira par être récompensée. Ce ne sera pas le cas, pas à moins que vous ne l'imposiez. Aujourd'hui, j'analyse 7 comportements irrespectueux que vous ne devez jamais tolérer, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous accordez de la valeur à votre propre maîtrise. Chacun de ces comportements est un test, et votre réaction détermine si vous gardez votre pouvoir ou si vous le cédez. Alors, soyez attentifs, et préparez-vous à reprendre ce qui vous appartient. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. J'exige le respect. Commençons. Numéro 1. Acceptez les mensonges. Un mensonge n'est jamais petit. Un mensonge inoffensif, cela n'existe pas. Quand quelqu'un vous ment, il fait un calcul. Il décide que vous ne valez pas la vérité. Il teste pour voir si vous le remarquerez. Et si vous le remarquez, il teste pour voir si vous direz quelque chose. La plupart des gens repèrent le mensonge. Ils le ressentent. Cette petite voix dans leur tête leur dit que quelque chose cloche. Mais ensuite, quelque chose se produit. Ils choisissent le confort plutôt que la confrontation. Ils choisissent la tranquillité plutôt que le pouvoir. Grosse erreur, car lorsque vous ignorez la malhonnêteté, vous envoyez un message plus fort que les mots. J'accepte la manipulation. Pensez à ce que cela signifie. Vous apprenez à quelqu'un que vous mentir fonctionne. Vous lui montrez qu'il n'y a aucune conséquence. Vous ouvrez la porte à de plus gros mensonges, à des mensonges plus audacieux, à des mensonges qui vous coûteront bien plus que votre simple fierté. Machiavel a observé ce schéma se répéter tout au long de l'histoire. Il a vu des conseillers mentir aux rois, il a vu des rois mentir à leur peuple, et il a remarqué une chose essentielle. Les mensonges ne cessaient que lorsque quelqu'un avait le courage de les dénoncer. Le silence coûte cher, il coûte le respect. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La confrontation n'a pas besoin d'être bruyante. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de drame. Vous avez juste besoin de clarté. Au moment où vous exposez calmement un mensonge, quelque chose de puissant se produit. Les règles du jeu changent instantanément. Les personnes honnêtes s'adaptent. Elles s'excusent. Elles s'expliquent. Elles corrigent le tir, car elles accordent plus d'importance à la relation qu'au mensonge. Les manipulateurs se révèlent. Ils se mettent sur la défensive. Ils essaient de vous faire douter de vous-même. Ils vous font passer pour un fou parce que vous l'avez remarqué. Ils s'enfoncent dans leurs mensonges, ou ils disparaissent. De toute façon, le pouvoir vous revient car maintenant vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant vous détenez l'information. Maintenant, vous pouvez prendre des décisions depuis une position de force plutôt que dans la confusion. Mais voici le problème. Vous devez le faire la première fois, pas la troisième fois, pas après avoir rassemblé des preuves, pas après avoir consulté 3 amis pour savoir si vous réagissez de manière excessive la première fois. Parce que chaque mensonge que vous laissez passer rend le suivant plus facile à dire. Chaque moment de malhonnêteté que vous ignorez devient une permission pour le suivant. Vous ne préservez pas la paix, vous formez un menteur. Et les menteurs bien formés prennent leurs aises. Ils deviennent négligents. Ils commencent à mentir sur des choses plus importantes, car les petits mensonges ont si bien fonctionné. N'attendez pas le moment parfait pour aborder le sujet. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant ou jamais. Quand vous surprenez un mensonge, vous l'abordez simplement. Ce n'est pas vrai. Voici ce qui s'est réellement passé. Pas d'agressivité, pas d'émotion, juste des faits. Regardez ce qui se passe ensuite. Cette réaction vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur le caractère de cette personne. Certaines personnes vous respecteront davantage pour l'avoir dénoncé. D'autres vous détesteront pour cela. Laissez-les vous détester. Car un respect bâti sur votre silence n'est pas du respect du tout. C'est du contrôle. Vous n'avez pas besoin dans votre vie de personnes qui exigent que vous fassiez semblant d'être stupide. Vous n'avez pas besoin de relations où l'honnêteté est optionnelle. Vous méritez la vérité, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous refusez de participer à votre propre tromperie. Numéro 2. Les rabaissements émotionnels déguisés en honnêteté. Ce comportement se cache derrière un sourire. Cela ressemble à des blagues. Cela ressemble à des conseils. Cela ressemble à « je suis juste franc avec vous ». Mais le résultat est toujours le même. Vous vous sentez rabaissé après qu'ils ont parlé. Ce n'est pas de l'honnêteté. C'est de la domination par le doute. Faites attention à ce que vous ressentez après que certaines personnes vous ont parlé. Pas à ce qu'elles ont dit. Pas à savoir si elles avaient techniquement raison. À ce que vous ressentez. Si vous vous sentez constamment diminué, remis en question ou incertain de vous-même après des interactions avec quelqu'un, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie. Ces personnes sont habiles.
Elles savent comment formuler une insulte enrobée de bienveillance. Elles savent comment vous critiquer tout en donnant l'impression de se soucier de vous. Elles savent exactement comment vous faire douter de vous-même tout en paraissant serviable. Je suis juste honnête et leur bouclier. Cela les protège de toute responsabilité. Car comment pouvez-vous être en colère contre quelqu'un qui essaie simplement de vous aider? C'est facile. Vous reconnaissez le stratagème. Machiavel a mis en garde contre cette tactique précise il y a des siècles. Il a écrit sur ses conseillers, qui brisaient lentement la confiance d'un dirigeant, par des observations utiles, de petits commentaires sur leur jugement, de petites questions sur leurs décisions, de subtiles suggestions laissant entendre qu'ils n'étaient peu, être pas aussi capables qu'ils le pensaient, briser la confiance en silence, et le contrôle devient facile. C'est ce qui vous arrive. Quelqu'un grignote vos certitudes, et il le fait d'une manière qui vous donne l'impression de ne pas pouvoir vous plaindre sans paraître susceptible ou sur la défensive. Voici la différence entre la véritable honnêteté et la manipulation émotionnelle. La véritable honnêteté vous élève tout en disant la vérité. Elle dit « Voici ce que j'ai remarqué et voici comment je pense que vous pouvez vous améliorer. » Elle propose des solutions. Elle vient d'un désir sincère de soutien. Les rabaissements émotionnels vous détruisent tout en se cachant derrière la vérité. Ils disent « Je dis juste ce que tout le monde pense » ou « Ne te fâche pas, j'essaie de t'aider ». Ils offrent des critiques sans solution. Ils viennent d'un désir de contrôle. Vous pouvez sentir la différence. Votre instinct le sait. Quand quelqu'un vous fait un vrai retour, même si cela pique un peu, vous vous sentez motivé. Vous sentez qu'il voit votre potentiel. Vous vous sentez mis au défi de manière positive. Quand quelqu'un vous assène un rabaissement émotionnel, vous vous sentez vidé. Vous vous sentez attaqué. Vous sentez que vous devez vous défendre ou vous effacer pour qu'il se sente à l'aise. Ne tolérez jamais un langage qui réduit votre certitude envers vous-même. Dès l'instant où vous reconnaissez ce schéma, vous avez deux options. Un seul avertissement. Et c'est tout. Vous le prenez à part et vous dites clairement « J'ai besoin que vous me parliez avec respect ». Si vous avez des remarques, faites-les de manière constructive. Si vous ne pouvez pas le faire, notre conversation est terminée. Certaines personnes s'adapteront. Elles ne se rendaient pas compte de l'effet de leurs mots. Elles s'excuseront et changeront d'approche. D'autres se mettront sur la défensive. Elles diront « Vous êtes trop sensible ». Elles diront que vous ne supportez pas la vérité. Parfait. Maintenant, vous savez exactement qui elles sont. Éloignez-vous sans culpabilité, car les personnes qui refusent de vous parler avec respect ne méritent pas d'avoir accès à vous. Votre confiance en vous n'est pas négociable. Votre valeur personnelle n'est pas une décision de groupe, et vous n'avez besoin de la permission de personne pour écarter les gens qui vous font vous sentir insignifiant. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je protège ma paix intérieure. Numéro 3. Ignorez les limites. Une limite est une ligne tracée dans le sable. Quand quelqu'un la franchit, il n'est pas confus. Il ne se trompe pas. Il n'a pas oublié. Il vous teste. Les limites sont intéressantes car elles révèlent qui sont vraiment les gens. Parler ne coûte rien. N'importe qui peut dire qu'il vous respecte. Mais les limites montrent la vérité. Lorsque vous fixez une limite, vous faites une déclaration. Voici ce que j'accepte. Voici où se trouvent mes limites. Voici la ligne à ne pas franchir. Et ensuite, vous attendez, vous observez, vous regardez ce qu'ils font de cette information. Certaines personnes la respectent immédiatement. Elles pourraient ne pas l'apprécier. Elles pourraient souhaiter que votre limite soit différente. Mais elles la respectent parce qu'elles vous respectent. D'autres la testent comme un enfant teste un parent. Ils poussent juste un peu. Ils la franchissent accidentellement. Ils agissent comme s'ils avaient oublié. Ils trouvent des excuses. Si rien ne se passe, le message devient limpide. Vos règles sont facultatives. Et des règles facultatives ne sont pas des règles du tout. Ce sont des suggestions, des préférences, des choses que les gens suivent quand cela les arrange et ignorent quand ce n'est pas le cas. Machiavel a dit « Les lois sans punition sont inutiles. Il en va de même pour les limites. Vous pouvez fixer 1000 limites. Vous pouvez les communiquer à la perfection. Vous pouvez les expliquer avec clarté et bienveillance. Mais si vous ne les faites pas respecter, elles ne signifient rien. Voici à quoi ressemble l'application des règles. Un seul avertissement établit l'autorité. Vous voyez la limite franchie et vous intervenez immédiatement, pas avec colère, pas avec émotion, avec clarté. Vous venez de franchir une limite que j'ai fixée. Cela ne doit plus se reproduire. C'est tout. Simple, direct, clair. Maintenant, vous observez leur réaction. Est-ce qu'ils s'excusent et s'adaptent, ou est-ce qu'ils se défendent, esquivent ou minimisent? Cette réaction vous dit tout, car la deuxième violation est le moment de vérité. Ils savent maintenant que la limite existe.
Ils savent maintenant que vous l'avez remarqué. Ils savent maintenant que vous l'avez communiqué clairement. S'ils la franchissent à nouveau, ils font un choix. Ils choisissent leur confort plutôt que vos limites. Ils choisissent ce qu'ils veulent plutôt que ce dont vous avez besoin. La deuxième violation met fin à l'accès. Pas plus tard, pas après une autre conversation, pas après leur avoir donné une chance de plus de comprendre. Maintenant, vous retirez l'accès, vous créez de la distance. Vous mettez la relation en retrait à la hauteur de ce qu'exige la violation de la limite. Peu. Être que cela signifie qu'il n'y a plus de temps en tête, à tête. Peu. Être que cela signifie des interactions superficielles uniquement. Peu. Être que cela signifie aucun contact du tout. Le niveau de la conséquence doit correspondre au niveau de la violation. Mais il doit y avoir une conséquence. Tout le reste n'est que faiblesse déguisée en gentillesse. Et voici ce que l'on ne vous dit pas. Faire respecter ses limites donne un sentiment terrible au début. Vous vous sentirez coupable. Vous vous demanderez si vous n'êtes pas trop dur. Vous vous demanderez si vous ne devriez pas leur donner une autre chance. Ne le faites pas, car à chaque fois que vous laissez passer la violation d'une limite, vous apprenez à cette personne que vos limites sont négociables. Vous l'habituez à pousser plus fort la prochaine fois. Vous lui montrez que l'insistance fonctionne. Les gens respectent ceux qui protègent leur espace. Les gens profitent de ceux qui ne le font pas. Lequel des deux êtes-vous? Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Mes limites comptent. Numéro 4. Laissez les gens vous faire perdre votre temps. Quand quelqu'un vous fait perdre votre temps de manière répétée, il n'est pas simplement négligent. Il se place au-dessus de vous. Pensez aux personnes dans votre vie qui sont toujours en retard, qui annulent toujours, qui font toujours des promesses qu'elles ne tiennent pas, qui créent toujours des retards qui, curieusement, ne touchent que vous. Remarquez un schéma. Elles réussissent à être à l'heure pour les choses qui leur tiennent à cœur. Elles tiennent leurs engagements quand cela les avantage. Elles respectent l'emploi du temps des autres lorsque ces derniers ont quelque chose qu'elles veulent. Mais avec vous, c'est une autre histoire. Avec vous, il y a toujours des embouteillages, toujours une urgence, toujours un imprévu, toujours une raison pour laquelle c'est votre temps qui est sacrifié. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence, c'est un calcul. Les arrivées tardives sont une démonstration de pouvoir. Quand quelqu'un arrive systématiquement en retard, il dit « Mon temps a plus de valeur que le vôtre. Vous m'attendrez car je vaux la peine d'être attendu. » Les promesses non tenues sont un marqueur de statut. Quand quelqu'un s'engage envers vous puis se rétracte, il dit « D'autres choses sont plus importantes que de tenir ma parole envers vous. Les retards interminables sont une tactique de contrôle. » Quand quelqu'un vous fait attendre pour des décisions, des réponses ou des suivis, il dit « J'avance à mon propre rythme. » Et vous vous y adaptez. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des messages. Et voici la partie qui blesse. Ils ne font cela que parce que vous les laissez faire. Les personnes qui vous font perdre votre temps analysent la situation. Elles voient qu'il n'y a pas de conséquences. Elles remarquent que vous continuez d'accepter leurs excuses. Elles vous regardent réorganiser votre emploi du temps pour vous adapter au leur. Et elles apprennent que votre temps est négociable. Vous voulez savoir ce que quelqu'un ressent vraiment pour vous. Observez comment ils traitent votre temps. Les gens trouvent du temps pour ce qui compte pour eux. Ils sont à l'heure pour ce qu'ils estiment. Ils tiennent leurs promesses envers les personnes qu'ils respectent. Si quelqu'un vous fait constamment perdre votre temps, il vous montre exactement où vous vous situez dans ses priorités. Croyez-le. Vous le corrigez une fois. Une seule fois, vous dites calmement. J'ai besoin que vous respectiez mon temps. Si vous vous engagez à quelque chose, j'ai besoin que vous alliez jusqu'au bout. Si vous allez être en retard, j'ai besoin d'être prévenu à l'avance. Sinon cela ne marchera pas pour moi. Clair, direct, juste. Maintenant vous regardez ce qui se passe. Est-ce qu'ils ajustent leur comportement ou est-ce qu'ils trouvent encore des excuses, font d'autres promesses, d'autres excuses qui mènent au même schéma? Si cela continue, vous vous retirez. Sans drame, sans colère. Vous cessez tout simplement d'être disponible. Ils demandent à vous voir. Vous êtes occupé. Ils veulent votre aide. Votre emploi du temps est complet. Ils ont besoin de quelque chose. Vous ne pouvez pas vous engager pour le moment. Vous leur renvoyez exactement l'image qu'ils vous ont montrée. Que le temps est précieux et que tout le monde n'y a pas un accès illimité. Certaines personnes remarqueront le changement et feront des efforts. Elles réaliseront qu'elles vous tenaient pour acquis et elles y remédieront. D'autres se plaindront. Elles vous traiteront de personnes froides. Elles diront que vous avez changé. Elles essaieront de vous culpabiliser pour vous faire revenir à l'ancien fonctionnement. Laissez-les se plaindre, car les personnes qui respectaient votre temps n'ont jamais eu ce problème à la base. Les gens respectent ceux qui protègent leur temps. Les gens profitent de ceux qui ne le font pas. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon temps est précieux.
Numéro 5. La responsabilité sélective. Observez attentivement. Ils excusent leurs propres actions. Ils critiquent les vôtres. Rien n'est jamais de leur faute. Tout est toujours de la vôtre. Ce n'est pas un déséquilibre accidentel, c'est une stratégie. La responsabilité sélective est l'un des schémas les plus destructeurs que vous puissiez tolérer dans votre vie. Elle se manifeste dans les relations de couple, les amitiés, les environnements de travail et les dynamiques familiales. Voici comment cela fonctionne. Quand ils commettent une erreur, il y a des raisons, il y a un contexte, il y a des circonstances indépendantes de leur volonté. Ils étaient stressés, ils étaient occupés, ils traversaient une période difficile. Vous devez comprendre d'où ils venaient. Quand vous commettez une erreur, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de circonstances qui comptent. Vous auriez dû le savoir, vous auriez dû faire plus d'efforts, vous auriez dû être plus vigilant. Voyez-vous le deux poids, deux mesures. Ils reçoivent de la compassion, vous recevez des critiques. Ils reçoivent de la compréhension, vous recevez des reproches. Ils ont droit à une seconde chance. Vous avez droit au rappel de vos échecs passés. Cela crée une relation où une personne détient tout le pouvoir et l'autre porte tout le blâme. Et le pire, c'est qu'ils vous font croire que c'est juste. Ils vous font remettre en question. Ils vous font penser que vous êtes peu, être trop sensible, trop exigeant, trop critique. Ce n'est pas le cas. Machiavel a prévenu que des règles inégales créent la domination. Quand une personne joue selon des règles différentes des autres, elle n'est pas seulement hypocrite, elle établit une hiérarchie, elle se place au-dessus des responsabilités, elle vous place en dessous, et elle le fait avec tellement de subtilité que vous pourriez même ne pas le remarquer jusqu'à ce que vous soyez noyé sous la culpabilité pour des choses qui n'ont jamais été de votre faute. Voici comment repérer ce schéma. Faites attention aux excuses. S'excuse-t-il pour changer véritablement de comportement ou s'excuse-t-il pour répéter les mêmes actions? Faites attention à la répartition des torts. Quand quelque chose tourne mal, qui est responsable? Est-ce toujours vous? N'est-ce jamais eux? Faites attention aux normes. Êtes-vous soumise à des attentes qu'ils ne respectent pas eux-mêmes? Exigeant-ils de vous ce qu'ils refusent de donner? Si la réponse à ces questions révèle un déséquilibre, vous êtes dans une relation de responsabilité sélective et vous devez en sortir. Pas plus tard. Pas après avoir tenté une énième conversation. Pas après leur avoir donné une autre chance de comprendre votre point de vue maintenant. Car voici la vérité. Les personnes qui refusent une responsabilité égale ne l'accepteront jamais. Vous pouvez l'expliquer à la perfection. Vous pouvez donner des exemples. Vous pouvez pointer du doigt les moments précis où les règles ont changé. Ils trouveront quand même un moyen de rejeter la faute sur vous. Ils diront que vous tenez les comptes. Ils diront que vous remuez le passé. Ils diront que vous êtes injuste d'attendre d'eux qu'ils respectent les mêmes normes que celles qu'ils exigent de vous. Leur gymnastique mentale est incroyable. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de les convaincre. Ne vous épuisez pas à essayer de créer un équilibre dans une relation où l'une des personnes profite du déséquilibre. Partez, tout simplement. Éloignez-vous des personnes qui ne s'imposeront jamais les mêmes règles qu'elles vous imposent. Éloignez-vous des relations où la responsabilité ne va que dans un seul sens. Éloignez-vous des dynamiques où vous avez toujours tort et où ils sont toujours justifiés. Vous méritez un partenariat, pas une dictature. Vous méritez l'équité, pas la manipulation. Vous méritez une responsabilité mutuelle, pas une application sélective. Ne restez jamais là où la remise en question ne va que dans un seul sens. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je mérite l'équité. Numéro 6. Rejetez vos exigences. Dès le moment où vous élevez vos exigences, la résistance apparaît. On vous qualifiera de difficile, de froid, de déraisonnable, d'excessif. Cette réaction est la preuve qu'ils ont besoin de vous contrôler. Les exigences sont dangereuses pour les personnes qui profitent de vos faibles attentes. Quand vous décidez que vous méritez un meilleur traitement, une meilleure communication, plus d'efforts, vous menacez la dynamique confortable dont ils profitaient, et ils riposteront, non pas avec honnêteté, non pas en admettant qu'ils ne veulent pas répondre à vos exigences. Ils se battront en attaquant les exigences elles-mêmes. Ils diront que vous en demandez trop. Ils diront que personne d'autre n'a de telles exigences. Ils diront que vous vous condamnez à la solitude car personne ne sera jamais à la hauteur. Ils feront de vous le problème, et non de leur refus de s'élever à des standards de base de respect. Vous serez le problème, pour avoir des exigences en premier lieu. C'est de la manipulation dans toute sa splendeur. Car voici la vérité, qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Vos exigences ne sont pas trop élevées, ce sont leurs efforts qui sont trop faibles. Vous ne demandez pas la perfection, vous demandez de la constance.
Vous demandez du respect. Vous demandez que l'énergie que vous donnez vous soit rendue de la même manière. Ce n'est pas déraisonnable, c'est le strict minimum. Mais pour quelqu'un qui s'en sortait avec moins, le strict minimum ressemble à une montagne à gravir, et au lieu de la gravir, il préférera vous convaincre de redescendre. Ne redescendes pas. Les exigences restreignent l'accès, et l'accès est un pouvoir. Quand vous élevez vos standards, vous faites un acte puissant. Vous dites que tout le monde n'a plus le droit d'être proche de vous, que tout le monde n'a plus le droit à votre temps, votre énergie, votre présence, qu'il faut désormais le mériter. Cette affirmation terrifie les personnes qui ne le méritaient pas auparavant. Soudainement, elles doivent faire des efforts. Soudainement, elles doivent être constantes. Soudainement, elles doivent prouver qu'elles tiennent à vous au lieu de simplement supposer que vous serez toujours là. Et pour beaucoup de gens, c'est trop de travail. Ils préfèrent vous culpabiliser pour que vous abaissiez vos exigences plutôt que de s'élever pour les atteindre. Laissez-les partir. Sérieusement, laissez-les s'en aller. Laissez-les vous traiter de difficile en franchissant la porte. Laissez-les dire aux autres que vous avez changé. Laissez-les se faire passer pour les victimes de vos attentes déraisonnables. Vous n'avez pas besoin dans votre vie de personnes qui considèrent le respect fondamental comme une attente déraisonnable. Vous n'avez pas besoin de relations où la constance est considérée comme trop demandée. Vous n'avez besoin de personnes qui vous fassent vous sentir coupable de vouloir ce que vous méritez. Voici ce qui se passe quand vous maintenez vos exigences. Les mauvaises personnes s'en vont et les bonnes personnes restent. Les mauvaises personnes n'allaient de toute façon jamais répondre à vos exigences. Elles allaient toujours faire le minimum. Elles allaient toujours trouver des excuses. Elles allaient toujours vous reprocher d'en attendre davantage. Bon débarras. Les bonnes personnes s'élèveront pour venir à votre rencontre. Elles apprécieront votre clarté. Elles respecteront vos limites. Elles accorderont assez d'importance à la relation pour y investir les efforts nécessaires. Ce sont ces personnes-là qui vous correspondent. Ne baissez jamais vos exigences pour maintenir une illusion de confort, car un confort bâti sur de faibles attentes n'est pas la paix. C'est se contenter de peu, et vous n'êtes pas fait pour vous contenter de peu. Vous êtes fait pour placer la barre très haut et observer qui est prêt à l'atteindre. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je place la barre plus haut. Numéro 7. Vous testez après que vous ayez pris la parole. Après que vous vous soyez affirmé, ils vous testeront à nouveau de manière silencieuse, subtile, prudente, sans franchir totalement la ligne pour voir si elle existe toujours. Cet instant décide de tout. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des limites. Les fixer n'est que la moitié de la bataille. La véritable guerre commence après que vous vous soyez exprimé, car les gens ne vous croient pas la première fois. Ils pensent que vous bluffez. Ils pensent que vous êtes sous l'emprise de l'émotion. Ils pensent que s'ils attendent assez longtemps, vous recommencerez à accepter ce que vous acceptiez auparavant. Alors ils vous testent. Peut être qu'ils arrivent encore en retard, mais de 10 minutes seulement au lieu de 30. Peut être qu'ils font une petite remarque désobligeante au lieu d'une attaque frontale. Peut être qu'ils franchissent une limite d'une façon à peine perceptible. Ils vérifient, ils mesurent. Ils se demandent, pensiez-vous vraiment ce que vous avez dit, ou puis-je encore m'en tirer comme ça? Votre réaction face à ce test détermine l'avenir tout entier de cette relation. Si vous laissez passer, le manque de respect devient permanent car maintenant, ils savent. Ils savent que vos paroles ne correspondent pas à vos actes. Ils savent que vous parlerez de limites, mais que vous ne les ferez pas respecter. Ils savent que vous prendrez la parole, mais que vous finirez par céder. Et une fois qu'ils savent cela, ils vous possèdent. Ils iront plus loin la prochaine fois. Ils franchiront des limites plus importantes. Ils vous manqueront de respect de manière plus évidente, car vous leur avez appris que les conséquences ne sont pas réelles. Mais si vous appliquez les conséquences, cela s'arrête net à cet instant précis. Ils vous testent en arrivant en retard. Vous partez. Vous n'attendez pas. Vous ne leur accordez pas de juste pour cette fois. Vous partez et vous leur faites savoir pourquoi. Ils vous testent avec une remarque désobligeante. Vous intervenez immédiatement. Nous en avons discuté. Vous aviez accepté de me parler avec respect. Ce que vous venez de dire n'était pas respectueux. Nous en avons fini ici. Ils vous testent en ignorant une limite. Vous leur retirez l'accès à vous. Pas besoin d'explication, pas de deuxième avertissement, juste de la distance. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Car le pouvoir ne se déclare pas, il se démontre. Vous pouvez dire aux gens à longueur de journée ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Vous pouvez fixer des limites jusqu'à l'épuisement. Vous pouvez communiquer vos besoins avec une précision parfaite. Rien de tout cela ne compte tant que vous ne leur prouvez pas que vous étiez sérieux.
L'action est le seul langage que les manipulateurs comprennent. Les mots ne sont que du bruit pour eux. Les promesses ne sont que des sons. Les limites ne sont que des suggestions. Mais les conséquences, elles, sont réelles. Quand vous faites respecter une limite après que quelqu'un l'a testée, vous envoyez un message sans équivoque. Je pensais ce que j'ai dit. Testez-moi encore et voyez ce qui se passe. La plupart des gens arrêteront de tester après cela. Ils réaliseront que vous êtes sérieux. Ils ajusteront leur comportement car le prix à payer pour vous manquer de respect est désormais trop élevé. Ceux qui ne s'arrêtent pas s'éloigneront d'eux-mêmes, et vous les laisserez faire car le test n'a jamais porté sur eux. Il portait sur vous. Il s'agissait de savoir si vous vous estimez assez pour protéger ce que vous avez déclaré être important. Est-ce le cas? Voici la vérité que la plupart des gens évitent. Le manque de respect ne vous est pas imposé. Il est autorisé. Chaque comportement dont nous avons parlé aujourd'hui existe dans votre vie parce qu'à un moment donné, vous l'avez permis. Vous avez gardé le silence alors que vous auriez dû parler. Vous avez pardonné alors que vous auriez dû vous en aller. Vous avez donné des chances alors que vous auriez dû imposer de la distance. Je ne dis pas cela pour que vous vous sentiez mal. Je le dis pour vous redonner votre pouvoir. Car si vous l'avez autorisé, vous pouvez y mettre un terme. Vous n'avez pas besoin de vous disputer. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de personnes qui ont déjà décidé de ne pas vous respecter. Vous avez juste besoin d'agir. Protégez votre temps comme si c'était la chose la plus précieuse que vous possédez, car c'est le cas. Faites respecter vos limites comme si votre tranquillité en dépendait, car c'est bien le cas. Retirez l'accès à vous, sans hésitation, aux personnes qui prouvent à maintes reprises qu'elles ne le méritent pas. Ceux qui s'adaptent méritent votre proximité. Ceux qui résistent s'éloignent d'eux-mêmes, et ce n'est pas de la cruauté. C'est du machiavélisme. C'est comprendre que le pouvoir provient de ce que vous refusez de tolérer et non de ce que vous acceptez. C'est connaître la différence entre la gentillesse et la faiblesse. C'est faire le choix de soi-même quand tout le monde fait le choix de soi-même. Écoutez, si cette vidéo vous a aidé à voir les choses clairement pour la première fois, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à cette chaîne, car nous ne faisons que commencer. D'autres vérités inconfortables sont à venir, d'autres schémas à dénoncer, encore plus de pouvoir à reconquérir. Mais seulement si vous êtes prêt à cesser d'être la personne qui tolère tout pour devenir la personne qui contrôle tout, le choix vous appartient. Faites en sorte qu'il compte. Laissez cette dernière affirmation dans les commentaires. Je choisis le pouvoir. Les personnes de bien sont maltraitées pour une seule raison. Elles le permettent. Elles gardent le silence. Elles pardonnent. Elles se disent que cela n'en vaut pas la peine. Et à chaque fois qu'elles agissent ainsi, elles perdent de leur pouvoir. Je croyais autrefois qu'être bon signifiait tout accepter. J'avais tort. Ce que je faisais en réalité, c'était apprendre aux autres jusqu'où ils pouvaient aller avec moi. Voyez-vous, la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que le manque de respect arrive tout simplement, comme le mauvais temps, comme les accidents, comme quelque chose qui échappe à leur contrôle. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le manque de respect est basé sur la permission. À chaque fois que vous gardez le silence, vous donnez la permission. À chaque fois que vous pardonnez sans qu'il y ait de conséquences, vous donnez la permission. À chaque fois que vous vous convainquez que ce n'est pas si grave, vous tendez à quelqu'un la carte de vos faiblesses, et cette personne s'en servira. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Il a vu des dirigeants tomber. Il a vu des hommes de bien-être détruits par les personnes mêmes envers qui ils avaient été bons. Il a vu la faiblesse être punie encore et encore. Il a fini par l'écrire. Le manque de respect grandit là où la résistance est absente. Cette phrase a tout changé pour moi, car elle signifie que le manque de respect n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard. C'est quelque chose qui grandit autour de vous, dans l'espace que vous ne parvenez pas à défendre, dans les limites que vous ne faites pas respecter, dans le silence que vous choisissez au lieu de la confrontation. Vous n'êtes pas une victime du manque de respect, vous en êtes le complice. Cela semble dur, je sais, mais c'est aussi la vérité qui vous libère, car si vous avez créé cette situation, vous pouvez y mettre fin dès maintenant, aujourd'hui même, en refusant de tolérer les 7 comportements que je vais vous présenter. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que nous commencions. Il ne s'agit pas d'être cruel, il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de punir les gens, de garder rancune ou de devenir de marbre. Il s'agit de contrôle, le contrôle de votre temps, le contrôle de votre énergie, le contrôle de qui a accès à vous et sous quelles conditions,